au poste pour un petit podcast du trio économique. Là, j'avais comme prévu un nouveau visuel. Finalement, ça coupait la moitié de la tête à Yann, puis on voyait plus Vincent. Ça, c'était comme le bout correct là, de l'histoire. L'amélioration. Ouais, c'est ça. On cherche à être en amélioration continue. Comme le faisait remarquer Yann sur les réseaux sociaux, on est rendu, je pense, à 3000. C'est quoi, tu as dit 3500? 3500 auditeurs réguliers pour le podcast dans les 2 derniers mois à peu près. Là. Les 8 derniers épisodes ont une moyenne de 3500 écoutes. Bon, ce qui est quand même 3500 plus sadomaso. Exact. Ce qui est quand même plus que beaucoup d'émissions de variété qu'on a un petit peu partout dans des canaux de télé ou des postes de radio secondaires. Fait que c'est quand même bon. Un jour, on aura la reconnaissance qui vient avec. Mais la seule différence, c'est que nous autres, on fait 35$ par épisode. Oui, c'est ça. La seule différence, c'est que Saint-Hubert ne veut pas nous commanditer pour le moment. Fait qu'on va être correct. Mais moi, on je ne lance les a un pas appel. demandé. Non, c'est ça. On ne les a pas demandé, mais moi, je lance un appel. S'il y a quelqu'un qui a un restaurant qui fait un excellent steak and egg, on pourrait. Moi, je dis que ça pourrait être le porte-parole de l'émission. Je peux même l'endosser s'il est défendable. Ça serait drôle. Il doit y avoir une bénérie quelque part là, qui serait intéressée à. N'importe qui veut. Écoute, vous avez juste à me payer avec un steak and egg. Pas besoin de donner de l'argent au saut. Ouais, c'est ça. Vincent, s'il faisait de la politique, ce serait le gars tellement facile à corrompre. Il y en a que c'est des billets pour le Canadien. Lui, c'est juste genre, il y a une boîte en styrofoam qui arrive avec un steak and egg. Il est comme genre, c'est bon, tu vas l'avoir. Là, mais t'en veux-tu une comique avant que tu passes la clip que tu veux passer? Ouais. Je vais te conter une anecdote. À un moment donné, il y avait un lobbyiste qui voulait que j'écrive. Yann et moi, on le connaît d'une époque dans le passé. Je ne vais juste pas nommer de nom parce que il y a des choses qui se conservent. Le lobbyiste voulait que j'écrive un certain texte dans le Journal de Montréal quand j'avais une chronique. J'y avais pas dit que j'avais déjà décidé que j'allais écrire là-dessus. Puis que j'avais déjà écrit ma chronique, je l'avais déjà soumis. Mais il m'a invité à aller à la Old Dominion Tavern à Montréal, de me payer un repas, puis tout, de manger sur le bras de son client. J'ai été manger sur le bras de son client. Puis il me dit, tu veux-tu parler du dossier? Je dis, non, j'ai déjà décidé que j'allais écrire, j'ai juste pris le free meal. C'est space pareil, hein, parce que t'es pas le seul au Québec à avoir eu un free meal d'un lobbyisme, des affaires de même. Hein? Non, mais l'affaire, c'est que ma règle à moi, c'est que je ne vais pas écrire ce que... voici ce que moi, je vais écrire, point barre. Puis si ça t'intéresse de me donner de l'argent pour, go for it, man. Lâche-toi là, mais je ne vais pas changer ce que j'ai à dire pour toi. Non, exactement. Clair, mais il y en a, on sait qu'il y en a qui le feraient. Je peux dire c'était qui son client, par contre, ça ne me dérange pas. Son client, c'était Mélanie Joly. Du temps qu'elle était en politique ou. Du temps qu'elle était en politique municipale. Ah oui, elle était en politique, mais j'avais oublié ce détail-là, c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, elle est rendue. Aujourd'hui, elle s'est quand même rendue une politicienne de haute voltige. Là, elle combat Poutine en live. Parce que clairement, être quoi, le ministre des Affaires étrangères. C'est ça. J'allais dire Foreign Affairs, mais j'étais là. C'est pas le mot en français. Mais. C'est quand même incroyable, pareil, pour finir sur elle, parce que ça ne sera pas le sujet du podcast. Là. Mais je me souviens que Mané était dans un truc. On n'a pas grande substance sur laquelle. Non, c'est ça. Mais Mané était dans un espèce de truc qu'elle avait fait avec PSPP. C'est là qu'on les a connus, ces deux-là. Vincent a eu un steak and egg de Mélanie Joly. Non, c'est ça. Ça va être ça le titre. Pour ceux qui savent c'est où à Montréal, le Old Dominion Tavern, ils ne font pas de steak and egg. Ah, mais c'est ça, elle était dans un genre de truc, elle, avec PSPP qui s'appelait, je pense, les orphelins politiques ou un truc de même. Mais c'est drôle, pareil, qu'à chaque fois que quelqu'un me dit qu'il est un orphelin politique, 3 mois plus tard, il est rendu dans un parti. Moi, ça me... Tout le temps, parce que c'était ça, hein, PSPP et Mélanie Joly, les orphelins politiques. Elle se ramasse avec Trudeau, puis lui, il se ramasse avec Jean-François Lisée. Bon, en tout cas. Mais le problème, c'est que la plupart de ces gens-là ont des illusions d'adéquation. Qui pensent qu'ils sont très, très bons ou même qu'ils sont suffisants, et alors qu'ils ne le sont pas. Et ils pensent que c'est brillant de dire qu'ils sont des orphelins politiques, comme si ça leur donnait une sorte d'aura qui venait avec. Mais si vous voulez rencontrer un vrai orphelin politique puis qui veut le rester, il est dans le podcast. Ouais, c'est ça.
Hey, on y va avec un petit extrait de. Ça date d'aujourd'hui, en fait, au moment où nous on enregistre, pas au moment où vous écoutez, parce qu'on n'est encore pas capable de voyager dans le temps. Peut-être que ça viendra avec la technologie, mais pour l'instant, on n'est pas encore capable. C'est en chambre, c'est un échange entre un gars du PQ dont j'ai oublié le nom et notre cher premier ministre au sujet des cibles d'immigration du gouvernement fédéral. Ah Et bon. là, j'ai l'impression, moi, que ça va faire sourciller Vincent. Parce qu'on Écoute en a vraiment déjà... ça. Mais je te paye pour que tu écoutes cette merde-là. Ben ouais, mais t'as-tu vu les affaires que je sors de là, moi, quand Ouais, même? c'était vrai. OK, t'es productif. J'ai pas de trouble avec ça. La rentabilité est là, mais man, Ouais, t'es ben, vraiment payé pour faire ça. mais dans Non, mais écoute, je pense que c'est la preuve qu'il faut que tu le payes plus. Mais Parce que, tu sais, rappelles-tu, on avait l'épisode sur les emplois déplaisants doivent être rémunérés davantage. Mais moi, je pense que cette déplaisance-là... Ta gueule, c'est moi qui paye. Ouais, mais dans notre prochaine discussion là-dessus, moi, je voulais me quêter un truc de programme d'aide aux employés pour soutien psychologique. Là, pour, puis le pire, c'est pas parce qu'on t'abuse. Hein. Il n'y a personne qui abuse Frank ici, juste que ça soit clair. C'est juste que c'est un... Écoutez des gens qui ont moins d'intelligence que Frank, ça doit être pénible pour lui. Là, puis de se dire que pénible, tous ces gens-là, là, il y a des gens qui les admirent et qui leur donnent du pouvoir. Ouais, tout du monde qui ont plus abusif. Tout du monde qui ont beaucoup plus de pouvoir que moi, en plus. Là. Je tiens à souligner que ça n'a jamais fait partie de sa définition de tâche. Il a fait ça de façon volontaire. Est-ce que le gouvernement Trudeau a rempli ses obligations et consulté le gouvernement du Québec? Et ma deuxième question, est-ce que le premier ministre est d'accord pour tripler les seuils? Pourquoi t'en poses deux questions? Il ne répondra même pas à la première. Bon, Monsieur le Président, contrairement au Parti libéral, au gouvernement de la CAQ, on ne veut pas augmenter le nombre maximum d'immigrants. On est à 50 000, puis on veut rester à 50 000 par année. Maintenant, Monsieur le Président, ce qui est important, c'est que dans ces 50 000, il y en ait plus qui parlent français. Le Québec, actuellement, contrôle 57 % d'immigration, qui est l'immigration économique. On a réussi en 3 ans à faire passer le nombre de personnes, le pourcentage qui parlent français, d'à peu près 50 % à 80 %. Reste un gros problème, qui est dans le programme de la CAQ, c'est de récupérer la sélection du regroupement familial. C'est 26 % des immigrants. Moi, je pense qu'il y a une majorité de Québécois qui souhaiteraient que ce soit le gouvernement du Québec qui fixe les conditions pour la catégorie regroupement familial. J'espère que le Parti québécois va nous appuyer dans cette demande-là. Attends un peu, là. Présentez ça en disant que c'était intéressant. Là, il faut au moins qu'on résume bien les affaires pour les gens. Là. Il y a bien des moving pieces qu'il faut expliquer. L'accord Immigration Québec-Canada, c'est qu'en 91, le Québec a eu un droit de consultation puis de contrôle et de regard sur une certaine proportion des immigrants qui sont acceptés au Québec. Deuxièmement, il y a une division de qu'est-ce qui est accepté ou non. Donc, par exemple, le Québec n'a pas de droit de regard sur les réfugiés, mais il y a un droit de regard sur certaines autres composantes. Donc, là, au moins pour que les auditeurs comprennent, ça, c'est l'accord qui est mentionné là-dedans. Oui, absolument. Mais moi, mon point, c'était, bon, le gouvernement fédéral, là, qui se fixe des objectifs. Déjà, est-ce que c'est la job du gouvernement de fixer des objectifs en matière d'immigration? Je pense pas, là. Mais là, toute cette grande histoire-là, parce que là, ça a endormi un peu là, les gens, là, mais toute cette grande histoire-là, là, ça ramène à, ben là, les Québécois sont d'accord à ce que le gouvernement décide qui émigre ici, puis quelle langue ils parlent là. Puis, mais quand est-ce ça que ça a été décidé, ça? Qui ça? Y a-tu quelqu'un qui s'est fait demander son avis là-dessus? Là? Moi... Écoute, je vais être honnête avec toi. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça que... Puis je le vois, parce que chaque fois qu'on parle d'immigration, tu te souviens, chaque fois, on fait comme la liste de toutes les répliques que les gens ont anti-immigration, puis je dis d'accord. Mettons, voici les faits. Puis souvent, les faits vont pas du tout avec ce qui est dit dans l'opinion publique. Par exemple, les immigrants ne parlent pas tant le français, ils ne s'intègrent pas, alors qu'on voit que le français dans les milieux de travail est en progression. Il faut vraiment que tu fasses des études vraiment... Ils veulent juste des chèques de BS. Oui, des choses... Toutes ces mythes-là, ça ne tienne pas. Mais mettons souvent, ce que je dis, c'est disons que j'avais tort. Disons que factuellement, j'avais tort sur ma réponse à ton affirmation.
il y a des réponses qui sont des keyhole solutions que tu peux faire. Donc, disons, tu limites l'accès aux programmes sociaux pour les immigrants pour une certaine durée. Ou tu leur fais payer une taxe à l'entrée de telle sorte à ce qu'ils payent pour une partie des services qu'ils vont consommer. Oui, mais Vincent, ils volent nos jobs. Ça, c'est... Ben, mettons que tu dis qu'ils volent des jobs. Ben, si tu avais un problème, prends une partie des revenus d'extra qu'ils font puis donne-le aux natifs qui perdent des jobs. Si c'est ça ton argument, il y a toujours des réponses. Puis si, généralement, quand tu n'es pas satisfait de la proposition que je te fais qui permet d'avoir les bénéfices de l'immigration en réduisant ce que toi, tu appelles des coûts, puis tu es toujours contre, je pense que tu es de mauvaise foi quand tu fais cet argument-là. Mais une des réponses... C'est une ceinture fléchée. Oui. Mais quand ils parlent du français... Mettons qu'on leur disait, puis là, ça serait vraiment le test de la bonne foi politique des partis impliqués. Là. On dit, OK, d'accord, on va imposer un critère qui dit que non seulement tu peux immigrer plus vite au Québec si tu parles français, mais aussi qu'après 5 ans, il faut que tu te conformes à X niveau de français qui peut être fait. Et c'est tout. Mais par contre, on ne limite pas le nombre d'immigrants qui rentrent. Ouais. Si tu es d'accord avec moi, tu dis OK, d'accord, moi, ça marche pas, ça. Un moment donné, il y a un clown comme moi qui va dire hey, on peut-tu faire passer le test de français aux Québécois? On ferait le saut. Si c'est ça la position que tu veux avoir, fine, mais si elle n'est pas incohérente, c'est ça l'affaire. Mais si la personne dit oh non, mais je veux quand même limiter le nombre. OK, donc ce que tu cherches, c'est que tu utilises le point du français comme un cover pour une autre position que tu voulais défendre indépendamment. Ouais. Donc, ta justification est une justification pour... C'est comme tu as créé un problème pour ce que un problème qui est comme pour cacher ce que toi, tu penses être le vrai problème. Mais moi, ce qui me fait capoter là-dedans, moi, ce qui me fait vraiment capoter là-dedans, c'est que 2 affaires. Un, en 2022, on est encore en train de mettre la langue au top des critères là, pour l'immigration, alors que il me semble que, en tout cas, je sais pas, pour les entreprises, c'est peut-être un critère, mais c'est certainement pas, dans tous les cas, le critère le plus dominant. Mais là, si on fait ça, là, Sophie Durocher, c'est livreurs de Uber Eats, puis DoorDash, puis Post Canada, là, quand ils vont importer des colis, ils vont être capables d'y parler français? Ouais, ben c'est ça. Là. Ça a l'air à bien la préoccuper. Mais moi, ce qui me faisait... C'est l'autre affaire que je disais qui me dérangeait là-dedans, c'est que au même moment où le Parti québécois dit... Parce que là, je vous ai passé bien des bouts, là, mais ce qu'ils disent dans l'extrait... Ce que le gars du PQ dit dans l'extrait, en gros, dans l'échange, c'est qu'eux, ils sont pour faire baisser les seuils d'immigration au Québec. Au même moment, sur la scène fédérale, on a un autre parti qui est l'homologue du PQ, qui s'appelle le Bloc québécois. Eux, savez-vous ce qu'ils disent? Au même moment, eux, ce qu'ils disent, c'est que là, c'est un scandale qu'on va redessiner la carte électorale et que le Québec va perdre un député parce que notre croissance démographique est inférieure à celle des autres provinces. Donc, pour résumer, au Québec, il y a 78 sièges. Le nombre de sièges va en fonction du nombre d'habitants dans la population. On est 23% de la population canadienne. On a 23,25. C'est quand même assez représentatif. Les prévisions démographiques montrent qu'on va être 22,4%, ce qui fait passer de 78 à 77. Et évidemment, on va descendre. Et qu'est-ce que le Bloc dit? Il dit non, mais ça, c'est pas correct. On devrait capé à 25, puis le Québec, peu importe ce qui arrive, là, démographiquement, nous autres, on devrait avoir 25% des sièges. Au même moment. Là, on fuse les immigrants, mais on garde la représentativité. Et là, suivez-moi, parce que ça va être le dernier bout de la boucle. On revient au Québec. Au même moment où le PQ demande ça, que le Bloc demande ça, qu'est-ce que fait le PQ? Il reproche à Legault de ne pas avoir instauré le vote proportionnel. Écoute, moi, j'ai pas de malaise à voir que le Bloc et le PQ, c'est pas la même affaire. Oui, mais les gars, sérieusement, vous essayez d'analyser pour trouver une logique dans l'argumentation pour l'immigration, tout ça, donc de parler de la politique publique qui est proposée comme telle. La réalité est tout autre. Ce qu'on essaie vraiment de faire ici, c'est aller chercher le vote des bonhommes pas dedans qui n'aiment pas les étrangers. Bon, Yann fait son pas généreux. Mais non, mais c'est ça, Vincent. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre que ça.
Je sais pas, pour les bonhommes pas dedans, là, j'exagérerais pas autant, mais Non, il y a des c'est un madames appel aussi. c'est un appel au vote nationaliste et par Nationaliste, contre c'est plus que nationaliste. C'est le monde qui n'aime pas les étrangers, Vincent. Mais je veux juste vous signaler que il y a quelques jours, il y avait un vote en France et les gens qui tiennent exactement le même discours que ça, on nous a dit que c'était l'extrême droite. Je veux juste vous le dire. Là. C'est le même discours. C'est exactement le même discours. C'est pas Écoute, nationaliste. Le nationaliste, c'est être fier de sa nation, c'est être fier de ce qu'on est. Là, Vincent n'est pas Non, il n'y a rien de nationaliste là-dedans. C'est des fucking racistes, ce monde-là, puis ils veulent le vote. Non, c'est pas ça mon point. Je suis pas sûr que je suis confortable avec l'amalgame que Frank vient de faire. Marine Le Pen puis François Legault, si je les regarde en termes d'immigration, les deux veulent aller dans la même direction de moins d'immigrants, mais il ne faut pas se le cacher. François Legault ne dit pas du tout la même chose au même degré. Ouais, il veut aller dans la même direction, d'en avoir moins. Le PQ dit la même affaire. OK, ben ajoutons le PQ à ça, mais je ne suis pas sûr que je ferais l'amalgame de dire peut-être qu'il y a des similarités, mais les similarités sont uniquement directionnelles. Je veux dire, ce n'est pas le ministère de la rémigration d'Éric Zemmour, ce n'est pas l'immigration zéro ou la fin de l'immigration économique, la fin des réfugiés. Je veux dire, c'est pas. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que. Mais philosophiquement, je suis d'accord de dire qu'en nature, la nature fondamentale est la même. C'est juste qu'il y en a une qui est exprimée à un degré plus avancé que l'autre, mais je ne vois pas de différence. Oui, mais sont exprimés à des degrés différents parce que la réalité est différente aussi. Parce qu'au Québec, on va se le dire, en dehors de l'île de Montréal, l'immigration, c'est même pas visible. Et c'est elle la réalité aussi. Là. C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai, mais je veux dire, quand tu vas en France, même dans des places très reculées, c'est pas la même game. Oui, mais écoute, juste un commentaire rapide sur la France. Moi, je comprends pas les gens qui ont une opposition à l'immigration quand ils voient les banlieues comme Roubaix ou des choses comme ça en France et qui disent ça, c'est parce qu'il y a des immigrants. Mais je veux dire, je m'excuse, mais étant historien économique, je le vois souvent, les anciens ghettos d'immigrants que les gens soulignaient dans le passé. Mais de nos jours, tu regardes ces ghettos-là, ils sont intégrés, les gens se sont intégrés. C'est qu'est-ce qui manque pour que la ségrégation, à toute fin pratique, qui peut être dans ce cas-ci volontaire, c'est-à-dire qu'un groupe décide de ne pas interagir avec l'autre, de rester cloîtré avec les gens qui sont similaires, c'est peut-être parce que tu mets des barrières à l'échange économique entre les deux groupes, de telle sorte que tu as une ségrégation effective qui se produit. Mais ça c'est pas des problèmes québécois, ça. Là. Je veux dire, il n'y a pas de ségrégation de même. Non, mais ségrégation, le mot est peut-être trop fort, mais ce que je veux dire, c'est le marché du travail en France est tellement réglementé, l'entrepreneuriat est tellement réglementé que tu essaieras d'avoir une chance d'un immigrant qui n'est pas familier avec les institutions françaises, de se trouver un emploi, de s'intégrer économiquement, d'interagir avec des gens qui sont différents de lui, d'avoir un chemin de l'assimilation. Dans le service à la clientèle, je suis rendu raciste moi aussi, mais un raciste envers les Québécois. La dernière fois que je me suis fait servir un McDo comme du monde rapidement, c'est une équipe entièrement philippine qui me l'a donné. Je veux dire, à un moment donné, là, on va se mettre les yeux en face des trous. Là. On manque de main-d'œuvre dans des services clés. On a une terre d'accueil qui est fantastique. Pour la plupart des pays sur la planète, le Canada et le Québec, c'est un rêve de venir vivre ici. Puis nous autres, on veut le garder pour nous, puis on ne veut pas le partager. C'est que ça, l'histoire. Là. Mais la game, présentement, c'est qu'on manque de bras pour torcher des culs des petits vieux dans les CHSLD. On peut-tu arrêter de s'ostiner avec des affaires d'immigration? On a besoin d'aide. Notre démographie, elle nous pénalise présentement. Mais on veut le vote raciste. Non, mais juste pour souligner quelque chose, l'assimilation politique des immigrants et de leurs descendants est ce qui détermine le plus cette assimilation, ça n'a aucun lien avec des trucs comme des politiques linguistiques. Il y a des effets des politiques linguistiques. On a des petits exemples comme chez les Catalans, mais les effets sont mineurs quand tu compares avec l'effet de liberté économique. Donc, le fardeau réglementaire, le fardeau de fiscalité. Écoute, j'ai écrit
dans Google Scholar, parce que c'est toujours la chose que les gens devraient faire. Pour prendre un exemple imagé, Vincent, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas en forçant les gens à leur donner des prénoms français, mettons, exemple que je prends à tout hasard. Effectivement. Que tu vas les inclure plus facilement dans la société. C'est en gros, c'est en leur donnant une job. Exact. Ben, en leur donnant une job ou aussi en leur offrant un chemin pour lequel, parce que une des vertus de la liberté économique, c'est pas juste que tu as un bien-être matériel qui est causé, c'est que par l'échange, tu te mets en interaction avec des gens différents, tu apprends comment ils vivent, mais tu apprends aussi à t'ajuster à eux. Donc, l'assimilation a un lien avec la liberté économique. Donc, comme je te dis, j'ai été sur Google Scholar, j'ai écrit Economic Freedom, Immigration, Assimilation. Puis les 4 premiers articles parlent tous des déterminants de la liberté économique. Donc, les 5 composants de la liberté économique, droit de propriété, liberté d'échange international, réglementation, fiscalité et j'étudie droit de propriété. OK. Droit de propriété. Politique monétaire, c'est ça qui me manquait. Tu prends les indices de la liberté économique et plus la liberté économique est importante, plus les immigrants s'assimilent rapidement à leur communauté d'accueil et ressemblent de plus en plus aux gens qui les ont accueillis. Donc, si tu te plains de l'immigration, ce que tu es vraiment en train de te plaindre, c'est des politiques publiques que tu as adoptées qui appauvrissent ta communauté d'une part, parce que c'est ça que ça fait de trop réglementer et de trop taxer. Mais en même temps, ce que tu fais, c'est que tu rends ça plus difficile de t'ajuster à des changements qui sont importants et qui peuvent être, si tu ne réglementes pas trop, bénéfiques pour la société en général. Moi, je reviens à ça. Vous parlez de ça comme s'il y avait un débat de société, alors qu'il n'y en a pas. La seule chose qui existe, puis il faut être honnête, c'est des votes identitaires de droite. Parce que c'est ce que c'est, là. C'est rien d'autre que ça. J'ai été dans un parti politique qui est l'ADQ, puis il y avait des positions qui étaient toujours votées dans ce sens-là parce que c'est de l'identitaire de droite. Puis moi, j'ai toujours été contre ces affaires-là. Quand on arrivait au réseau Liberté Québec, il y avait des gens qu'on mettait sur le stage qui avançaient ce type d'idées-là parce que c'était des idées identitaires de droite. Mais le Parti québécois et la CAQ, de ce côté-là, c'est des politiques de droite identitaires qu'on met de l'avant. Puis c'est ce vote-là qu'on veut. Pourquoi on veut ce vote-là, autant chez la CAQ que le PCQ? Parce que si vous me demandez quel bout du programme du PCQ qui est absolument stupide, c'est le bout de la compatibilité je me rappelle civilisationnelle ou je sais pas trop. Là. Cochonnerie. Crissez-moi ça au vidange. Le pire, c'est que c'est tellement une ligne vacueuse là, de dire la compatibilité. C'est qui a décidé? Ça vient pas du UM en passant, ça a été voté par les membres, je pense. Exactement, c'est exactement ça. Je m'en fous. Mais qu'est-ce que ça veut dire Comment ça veut rien dire. Comment tu définis ça? C'est un raciste qui essaye de se mettre le petit doigt dans les airs et de pas avoir l'air raciste. C'est du racisme institutionnalisé. C'est ce que c'est, il faut le dire ouvertement. Puis ça, moi, j'ai toujours été contre cette position-là. Je sais que ça ne vient pas d'Éric. Éric n'est pas de même. Il y a zéro ça en dedans de lui, mais il y a des militants dans la salle qui sont de même. Puis il y a des militants du temps de la DQ qui étaient de même. Puis il y a des militants au PQ qui sont de même. En fait, le parti qui en a le plus, c'est le PQ. Là. On va tous comprendre ça un jour, j'espère. Puis à la CAQ, il y en a également. Québec solidaire, n'as-tu vraiment? Peut-être. Il ne doit pas en avoir. Ouais, mais la minute que Québec solidaire va se rapprocher du pouvoir, je te garantis qu'ils vont vouloir arrêter de parler d'immigration. Puis les libéraux n'ont jamais été de même non plus. Puis la force du vote ethnique libéral vient exactement de là. Ils n'ont jamais été joués sur ce territoire-là. Puis là-dessus, bon, c'est un parti politique. Là. Ils sont putes comme tout le monde. Là. Mais pour ces questions-là, je suis obligé de leur lever leur chapeau parce que je ne considère pas que c'est des politiques qui sont nécessairement acceptables dans le sens qu'il n'y a pas de grand débat. Mettons Mathieu Bock-Côté, qui est peut-être la seule personne qui arrive à en parler d'une manière intelligente. Les autres personnes au Québec qui parlent de ces sujets-là, c'est pas parler de manière intelligente. On utilise des grands mots pour fucker le chien un peu, là. Mais ce qui c'est surtout qu'on veut mettre l'État là-dedans. C'est tout le temps. Exactement. En fait, l'immigration, moi, mon feeling à moi, c'est que partout sur Terre, pratiquement, où on jase de ça, de un, c'est pour flatter un certain électorat, et de deux, c'est toujours un prétexte pour renforcer le contrôle de l'État sur des trucs où il devrait pas se mettre les mains. Ouais.
Parce que clairement, on la voit, c'est quoi? C'est pour ça que je vous ai mis l'extrait. C'est pas ce qu'ils disent, c'est pas intéressant. Mais ce qui est révélateur, c'est d'un, qu'on ait encore ce genre de débat-là en 2022. Et de deux, c'est le fait que pour le premier ministre, là, l'enjeu de ça, là, c'est une chicane à savoir qui va décider quoi. Dans le fond, l'immigration, c'est un prétexte pour aller se battre avec un autre palier gouvernemental pour rapatrier des pouvoirs et éventuellement rapatrier des jobs ou créer des nouvelles jobs dans un ministère là, qui va être appelé à gérer ces trucs-là. Mais je te garantis une chose. Si le Québec était souverain, il y a probablement plus d'immigrants qui seraient acceptés parce que présentement, le Québec a comme l'avantage de pouvoir s'opposer aux politiques d'immigration du fédéral sans en payer la totale facture ou de se priver de l'entièreté des bénéfices. Puis, mais pour revenir à QS... C'est solide, cette photo-là, on va se le dire. Là. Pour ceux qui ne voient pas, qui écoutent sur Spotify et Apple Podcasts et compagnie, Vincent m'a partagé dans notre chat privé un lien, puis je l'ai fait apparaître à l'écran. Et dans ce lien-là, c'est un article du Huffington Post, et la photo qu'on voit au centre, c'est Manon Massé, qui a à sa droite, Vincent, et à sa gauche, je ne sais pas exactement c'est qui cette madame-là, Diane Guilbeault. Qui était de la Ligue des immigrants... J'oublie la Ligue des droits humains ou quelque chose comme ça, j'oublie le nom exact. Mais sur ces thèmes-là, Québec solidaire n'ont jamais été trop dans le champ, honnêtement. Non, écoute, dans le débat, parce que ce que j'ai envoyé, c'était un débat qu'il y avait eu à Radio-Can, puis ça se faisait en 2 parties, puis c'était dans le débat, je m'étais ostiné avec Manon Massé. Et Manon Massé, c'est là que j'ai réalisé que quand j'ai dit il y a 2 minutes que Québec solidaire, ça leur prendrait très peu pour en venir à adopter une position anti-immigration, Manon Massé, dans le débat, elle me lance une ligne qu'on accepte les immigrants au Québec pour les exploiter. Puis c'était vraiment ça qui s'était dit. Puis regarde, j'ai la quote. On ne veut pas que les immigrants nous choisissent parce que c'est du cheap labor. Ce qu'on souhaite, c'est d'améliorer les conditions de travail, par exemple, un salaire minimum de 15 $ par heure, et d'ouvrir des jobs gouvernementaux aux immigrants. Il n'y a personne qui est contre que les immigrants travaillent pour l'État. Mais son point de départ, c'était que... On voulait les exploiter. On voulait les exploiter. Donc, la seconde qu'on va tu donnes une arriver avec donne une job à quelqu'un, là, sérieux Vincent, quel argument de marde. Je veux dire, tu donnes une job à quelqu'un, tu viens d'améliorer sa situation, pas de 10%, de 15%, de 30%. Tu l'as multiplié par 10, comme tu viens de dire. Tu as carrément multiplié son niveau de bien-être, son niveau de richesse personnelle par un facteur important. Non, décuplé. C'est l'enfer. Puis là, tu dis, la seule raison pourquoi on veut des immigrants, c'est pour les exploiter. Mais fucking niaisez-vous, sacrifice. Non, mais c'est pour ça que, excuse Vincent, je veux juste faire un point là-dessus. C'est pour ça que moi, parce que quand j'en reviens 2 secondes, vous allez comprendre le lien à l'histoire de l'élection française, c'est que moi, je parlais de ça à des gens, puis ils me disaient non, mais c'est par rapport aux liens que tu fais parce que le discours que Marine Le Pen tient sur l'immigration, c'est un discours d'extrême droite là, typique des partis européens. Je dis non, mais c'est juste toi qui manque un petit peu de recul historique parce que le discours qu'elle tient, c'est exactement le discours que les gauchistes français tenaient dans les années 60-70, dont un gars qui s'appelait Georges Marchais, qui était le chef du Parti communiste français. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? C'est lui qui a amené ce discours-là en France. Les immigrés, c'est le grand patronat qui est fait venir pour faire peser à la baisse sur les salaires. Comme ça, on va pouvoir continuer d'exploiter les pauvres. J'ai la quote de Marchais, c'est tellement bon. C'est pas moi qui l'ai inventé, Vincent. Non, je sais, je cherche la quote parce que je m'en rappelle. Georges Marchais déclarait à la télévision que 5 millions d'immigrés, c'était trop. Oui, puis il disait là-dedans, puis ça, même ça a été un liner qui a été repris par Jean-François Lisée quand il a essayé d'être chef du PQ. Ouais, il allait jouer là-dedans, puis il était allé dire à tout le monde en parle que l'immigration, là, c'est voulu par les gens de droite parce que dans le fond, ça permet de prendre du monde qui gagne pas. Ce qui est de la complète bullshit, parce que les gens qui viennent, ils vont être payés le même salaire que les autres. Là. Tu ne peux pas leur donner 2 piastres de l'heure comme si on était d'un pays. Mais si on comble les postes, ça empêche les entrepreneurs d'être obligés d'augmenter les salaires.
la conséquence, c'est pas qu'il y ait des entreprises qui vont fermer par manque de main-d'œuvre. Hein. Ça s'est jamais vu dans les 2 dernières années, des entreprises qui lancent la serviette puis qui disent hey, fuck it, là, je suis tanné, j'ai plus de personnel, puis ils ferment la shop. Là. Juste pour le fun, j'ai envoyé à Frank peut-être la chose qui devrait clore le débat sur les gens qui pensent que c'est juste l'extrême droite qui est capable d'être anti-immigration. Éric Zemmour se compare à Georges Marchais sur l'immigration. Éric Zemmour, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'extrême droite française. Georges Marchais, c'est le secrétaire général du Parti communiste français dans les années 70 et 80. Puis c'est lui qui était quand Brejnev avait attaqué l'Afghanistan. Il avait dit « Je ne vois pas de problème, c'est une bonne chose, il faut le rapporter. » qu'il était devenu, puis que les gens avaient ri de lui à cause qu'il avait été presque le porte-parole officiel de Moscou en France. Ça lui avait coûté cher, d'ailleurs, à la présidentielle de 81. Mais communiste Georges Marchais, extrême droite Éric Zemmour, même discours. Moi, je pense que je ne serais pas surpris qu'un jour, Québec solidaire adopte un discours anti-immigration. C'est parce que ce n'est pas antinomique à la mentalité étatique qui est en général, la mentalité antilibérale plus précisément, qui est présente, en opposition à ce que je pense que nous, on défend les trois, c'est parce que, tu sais, la discussion que nous autres, on n'arrête pas de répéter à tout le monde, c'est que la gauche voit ça comme oppresseur et opprimé, les conservateurs voient ça comme barbare et civilisation, alors que nous, c'est libéral et anti-libéral, coercitif versus volontaire. Et ce n'est pas les mêmes actes de conversation. C'est pour ça que nous, quand on regarde ces débats-là, moi, je les vois dans la même gang. Moi, il n'y a pas un extrême gauche et un extrême droite. Moi, il y a juste deux étatistes. C'est non seulement ça. C'est comme ça que moi, je la vois, la réalité. Eux, ils voient des grandes oppositions là-dedans. Mais moi, je regarde ça exactement comme je regarde un chrétien et un protestant en 1600, je ne sais pas quoi, qui s'obstinent ensemble. Pour moi, vous êtes la même gang. Moi, Présentement, l'immigration, là, c'est red tape par-dessus red tape. N'importe quel entrepreneur qui fait des démarches pour aller chercher quelqu'un à l'étranger, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Puis malgré tout, il y a plein d'entrepreneurs qui font des démarches pour aller sponsoriser de l'immigration chez nous. Les gens apprennent le français très rapidement parce que souvent, on est dans une position que c'est rendu dans les services qu'on a besoin du monde. Tu sais, au début, là, les Mexicains dans les champs, c'était juste ça notre idée de l'immigration. C'est plus ça pantoute, là. On a besoin de monde dans tous les secteurs économiques, puis surtout dans les secteurs de services. Bien, si l'entrepreneur, présentement, avec un coût très élevé en termes de réglementation, il est prêt à faire la démarche quand même, imaginez-vous si on permettait aux gens d'aller chercher des immigrants à l'étranger d'une manière beaucoup plus simple. Comment qu'on en aurait plus, puis comment qu'on réglerait beaucoup de problèmes de pénurie de main-d'œuvre un peu plus rapidement. Puis comment que tout s'améliorerait, là. La qualité des services que vous avez. Mais tu sais ce que je pense de l'affaire des arguments de pénurie de main-d'œuvre, que j'achète pas du tout ces arguments-là. Non, mais Vincent, j'utilise le mot parce que c'est le langage que le monde comprend. Là. J'embarque dans ton affaire à côté demain matin. L'affaire, la réalité, là, c'est viens dire à ma femme dans sa pharmacie demain matin que ça n'existe pas pénurie de main-d'œuvre, ça se peut que tu te fasses envoyer chier un petit peu. Non, ça, je comprends. Mais le point que je pense qu'il est peut-être mieux de souligner, c'est que si on a plus d'immigrants, peu importe leur type de qualification, ils vont nous permettre de se spécialiser davantage. Donc, disons que demain matin, on augmente le nombre d'immigrants non qualifiés, puis ce que ça fait, c'est, puis on va y aller dans le stéréotype, à la limite, borderline raciste, qui dit ça va tout être des femmes de ménage, ça va tout être des éducatrices en garderie. Ben, so what? So what? Je veux dire, c'est ça qu'on a besoin. Une des vertus, par exemple, ça, il y a un article très fameux dans Journal of Human Capital par Delia Furtado qui montre que l'immigration, les endroits où il y a beaucoup d'immigrants, particulièrement des immigrantes femmes qui produisent une addition à l'offre de services de garde, le retour au travail des mères de jeunes enfants est beaucoup plus rapide et beaucoup plus prononcé suite à la naissance d'un enfant. Donc, des femmes qui sont hautement qualifiées, qui sont nées aux États-Unis, rentrent sur le marché du travail plus tôt et ne voient pas leur capital humain se détériorer par non-utilisation pendant 1 an ou 2 de non-activité sur le marché du travail. Ça nous permet de se spécialiser, de libérer des ressources à des fins plus efficaces parce que par accident, c'est que le prix des services de garde diminue. Si c'est des médecins en opposition, ben c'est encore mieux parce que maintenant, on a plus de services. Est-ce que c'est cet article-là, excuse de te couper? Là, c'est exactement lui. Oui, c'est lui. Hein?
C'est exactement lui de Delia Furtado. Crème, t'as spoté ça vite, hein? T'es efficace. Ouais, je suis pas pire. Ben écoute, moi, je l'avais entendu dans une conférence, puis c'est une dame vraiment super mild-mannered, comme on dit en anglais, super, très, très, tu sais, posée. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, tu sais ce que tu viens de faire, ce que tu viens de montrer, c'est que ça n'a aucun effet, le mix, le skill mix, qu'on appelle, parce que dans la littérature sur l'immigration, ça s'appelle le skill mix, le sujet. Parce que si tu augmentais mettons que tu prends toute la population générale, puis tu prends tous les types de qualifications, puis tu augmentais dans chacune des catégories de 1% le nombre de travailleurs. Tu vas avoir aucun effet négatif parce que tout ce que tu fais, c'est tout augmenter proportionnellement. L'argument des gens sophistiqués en matière d'immigration qui dit peut-être qu'il y a des coûts de l'immigration, c'est si l'entrée d'immigrants est particulièrement dans un secteur dans lequel les travailleurs ne peuvent pas se déplacer dans d'autres secteurs. Donc, disons des travailleurs peu qualifiés. Tu as une grosse entrée de travailleurs peu qualifiés qui rentrent dans un secteur, puis là, dans ce secteur-là, les salaires vont baisser beaucoup, de telle sorte que là, les natifs ont une perte salariale. Là, il y a un débat très sérieux sur ça, où est-ce qu'on n'est pas sûr si vraiment il y a un effet. Mais ce que Furtado montre, c'est que même s'il y a ça, il y a des bénéfices très importants dans d'autres secteurs qu'on pourrait peut-être se servir pour compenser les perdants suite à un ajustement, pour peut-être qu'il peut se déplacer dans les nouveaux secteurs en demande, etc., etc. Mais c'était très efficace. Ce qu'elle a fait, c'est qu'à toute fin pratique, son article a tué un peu un des débats a commencé à tuer un des débats qu'on avait entre économistes sur les effets, mais vraiment très granulaires de l'immigration. Parce que même ceux qui disent qu'il y a un petit effet, disons, si tu as beaucoup de travailleurs non qualifiés qui rentrent, ils disent ben l'effet est peut-être sur ce 10 à 15% de la population, il est significatif peut-être pendant 5 à 10 ans, mais c'est beaucoup moins tranché. Ça, c'est, tu sais, les chiffres souvent des bureaux de statistiques des gouvernements, c'est un peu de la merde, là, dans le sens que c'est tout le temps lagué de 3-4 mois, puis il y a un réajustement, puis tout ça. Mais à cette heure, on a quand même des outils pour avoir des estimations qui sont quand même le fun. Tu sais, tu arrives puis tu pars de 2020, le baseline, c'est 2020, le nombre de job postings disponibles sur Indeed aux États-Unis. Bon, on voit tout de suite les problèmes dans la statistique, là. Il n'y a pas juste Indeed qui a des postes, ainsi de suite. Mais, mais ça veut dire de quoi? Ça veut dire de quoi quand même, parce que c'est de la statistique en temps réel. Fait qu'en comparant avec... Oups, il est parti? Peu importe. Je l'avais vu. C'est pas grave, les gens ont vu. Les gens ont vu. Je vais arrêter de share ça. Mais c'est l'idée avec ça, c'est que ce que tu vois, c'est que vraiment depuis le début de la pandémie, le février 2020, sans arrêt, la quantité d'affichage de postes sur Indeed augmente. Puis c'est inlassable. Puis, à partir d'avril, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça recommence à baisser. Fait qu'évidemment, tu n'es pas dans une position où est-ce que tu dis que le taux de chômage va augmenter demain matin. Par rapport à janvier, février 2020, tu es vraiment dans une position qui a beaucoup, beaucoup plus de postes affichés présentement qu'avant. Donc, il y a une pression encore sur les salaires, et ainsi de suite. Mais on peut commencer. C'est un des early signs, si on veut, que les ajustements de marché sont en train de s'opérer. Donc, est-ce que c'est des entreprises qui ont fermé? Est-ce que c'est des entreprises qui ont arrêté de faire certains projets? Est-ce que c'est une baisse d'investissement due au fait qu'on a augmenté le taux d'intérêt? Vous comprenez que l'économie étant multifactorielle, ça peut venir d'un peu partout, les raisons qui expliquent ça. Mais on est vraiment dans une position où est-ce que là, présentement, sur le marché du travail, le thème de pénurie de main-d'œuvre est encore populaire, mais on risque éventuellement de le mettre au rencard dans quelques mois, années, parce que les postes vont finir par se combler. Parce qu'avant d'avoir un taux de chômage plus élevé, il va falloir passer au travers de ce batch de postes-là à combler éventuellement. Puis ça va se faire de manière probablement quand même assez progressive. Puis c'est ça un marché qui s'ajuste, sauf, regardez, c'est quoi un ajustement de marché? Ça a pris 2 ans à monter, ça va peut-être prendre 2 ans à baisser pour redevenir normal. Puis ça va peut-être prendre 2 ans encore avant que le taux de chômage commence à monter puis qu'on se dise, hey, on est peut-être en récession, tu sais. Les gens, des fois, on a tendance à analyser l'économie un peu black and white, puis dire cause-conséquence, puis boum, c'est là que ça bouge, puis il y a ça, il arrive ça. C'est plus lent quand même, les ajustements économiques. Là. Fait que, excusez, j'ai fait une parenthèse. Non, mais écoute, peut-être ça vaut la peine de rajouter quelque chose. L'emploi, c'est généralement l'indicateur qui déplace le plus lent, qui est le plus... C'est très lent. Celui qui a le longest lag, donc le plus long délai de
de réponse. Généralement, ce qui s'ajuste, parce que, en fait, c'est facile à comprendre pourquoi l'emploi s'ajuste plus difficilement. Un, tu as des contrats de travail. Des contrats de travail, c'est pas, ça ne coûte pas rien à couper. Des fois, tu ne veux pas couper des employés parce qu'un employé, tu sacrifies toute la production qui vient avec. Tu préférerais peut-être sacrifier un peu ses heures ou réduire un peu son taux salarial pendant un moment. Tu aimerais t'ajuster sur d'autres marges parce que c'est quand même assez intense. C'est pas comme si tu pouvais juste moduler le nombre d'heures très facilement. Ça, c'est une des raisons que le travail est difficile de s'ajuster dessus. Généralement, en fait, l'ajustement, quand tu vois le nombre d'emplois baisser, c'est pas parce que les firmes, genre, licencient 1 ou 2 travailleurs. La plus grande portion va venir de firmes qui font juste fermer. Point barre. Ouais, puis Et tu le là, vois, en fait, tu as des emplois qui disparaissent pendant un moment. le même graphique canadien, tu verrais 2 creux assez forts où est-ce que tu as vraiment une drop d'affichage de postes, puis il y en a une qui est vraiment synchronisée début de l'année carrément, là, en 2022. Puis on peut penser qu'il y a probablement des affichages de postes liés peut-être aux cliniques de vaccination, peut-être aux cliniques de dépistage avec la COVID, des choses comme ça, ou à des changements de programmes gouvernementaux, parce que l'emploi gouvernemental est quand même assez fort au Canada. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça qui sont vraies. Puis, mon point tantôt, tu sais, que je faisais le lien un peu avec l'entrepreneur. Quand tu arrives, tu te dis, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un concept, j'aime pas tout ça, mais les entrepreneurs, quand tu arrives et tu es dans une position où est-ce que les postes sur Indeed, par exemple, s'accumulent sans être comblés de cette façon-là, ben eux autres, la pression au jour le jour, il est récente. Pas capable d'avoir une entrevue, pas capable d'avoir de CV. S'il y a une entrevue, c'est eux autres qui se font passer en entrevue. Puis à un moment donné, tu la vois aller, là, ça fait 2-3 mois, c'est pas grave. 24 mois, ça commence à taper ses nerfs, là, ça met de la pression ailleurs. Tu peux perdre ton gérant parce qu'il n'est plus capable, il est au bout du rouleau. Ta fille des ressources humaines, elle ne veut plus rien savoir parce que elle dit crime, elle dit c'est quoi, ma job, c'est de passer des entrevues au monde, j'ai plus personne à passer en entrevue. Fait tu as de la pression à l'interne qui devient grandissante. Fait que la pénurie de main-d'œuvre pour ce monde-là, c'est très, 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 très réel. Peu importe le monde. En fait, peut-être la chose qui nous réconcilierait pour les gens, là, c'est. Puis si on peut aller au sujet des. Je pense qu'on devrait peut-être aller au sujet des. On va lire Sushi dans le montage, hein, casse-toi pas la tête. Ah, c'est vrai, bon point. Ouais, en fait, ce qu'il est en train de te dire, c'est Frank va se casser la tête. C'est ton problème, Frank. Hein? On a établi au début que tu étais un peu sadomaso. Tu ne feras pas l'Assemblée nationale. Si tu parles de pénurie de main-d'œuvre dans le sens que les employeurs, pour le salaire qu'ils offrent, ne sont pas capables de se trouver des employés, c'est vrai. Si c'était dans un libre marché sans réglementation, la réponse est facile. Ce secteur-là devrait juste perdre des travailleurs pendant que les autres se déplacent vers d'autres secteurs, puis ce ne serait pas un problème. Mais il y a la possibilité que ça, c'est peut-être là que les gens vont mieux comprendre. Un employeur, il ne te paye pas ton salaire. Ton salaire, ce n'est pas ce qui te coûte. Ce qu'un employé te coûte, c'est la formation, la paperasse administrative, les gens qu'il faut que tu embauches pour gérer cet employé-là et son salaire. Ouais. Tu ajoutes tout ça ensemble, ben, tu as tous les coûts, plus la taxe sur la masse salariale. Généralement, là, tu devrais te mettre dans ta tête que c'est dépendant de l'industrie. Si tu embauches quelqu'un à 40 000 en réalité, il te coûte quelque part entre 50 et 55 56 000 par année. Ben, quelle portion du overhead de 40 000 que tu payes pour l'employé qui est juste des coûts réglementaires, du compliance cost. Et des compliance costs qui n'augmentent pas nécessairement la sécurité au travail ou a des bénéfices sur des externalités ou des problèmes X ou Y. Et donc, cette portion-là, si tu éliminais ce fardeau réglementaire-là, de combien tu pourrais augmenter les salaires de telle sorte à ce qu'une industrie puisse embaucher plus. Surtout si, et ça c'est vraiment important, si le fardeau réglementaire n'est pas égal par industrie. La réalité, c'est que les emplois hautement qualifiés comme professeur d'université, il n'y en a pas de fardeau réglementaire tant que ça pour nous. En proportion de ce qu'on coûte, disons 90% du coût d'embaucher un prof d'université, c'est son salaire. Mais dans un restaurant, peut-être que le salaire, c'est 50-60% du coût d'embaucher quelqu'un comme travailleur dans un restaurant. Bien, plus la proportion entre le salaire et le coût de l'employé en soi est importante,
plus un secteur a un effet uneven, donc c'est pas réparti également pour tous les secteurs, là, ces secteurs-là vont souffrir. Puis là, tu vas avoir des gens comme notre bon ami Laurent Proulx qui dit que c'est dur pour lui de trouver du monde. C'est dur pour lui de trouver du monde à des salaires compétitifs, surtout que la plupart des coûts qui se retrouvent avec un employé n'ont aucun rapport avec le salaire qu'il doit verser. Enlever des réglementations pourrait permettre à Laurent d'augmenter les salaires pour réattirer des travailleurs, beaucoup plus que l'inverse. Là, je pense que la pénurie de main-d'œuvre devient plus pertinent comme concept. Oui, puis tu te fais voler ta main-d'œuvre potentielle, tu te la fais voler par le gouvernement parce qu'il engage 75 000 en 3 ans. Oui, puis en plus, tu payes pour ça avec tes impôts. En plus. Aussi, tu sais, je veux dire, mettons, tu as parlé de restauration. La journée que le gouvernement te fait fermer 5 fois, ou c'est pas 6, puis que les gens... Ouais, avec des préavis de 3 jours, soit dit en passant. Des fois moins. Le terme sécurité d'emploi a été développé pas mal à ce moment-là. Fait que tu viens de sortir des gens d'un marché qui aimait. Fait que ça, c'est sûr que ça a un impact. Puis, tu as des tendances aussi de société. C'est plate à dire, mais à un moment donné, tu essaies de compenser un employé, oui, avec le salaire, puis tu dis, il faut que j'augmente le salaire pour certaines choses, compenser le fait qu'il y a des soirs, des fins de semaine ou tout ça. Mais tu es rendu dans un univers où est-ce que, écoute, des bas taux d'intérêt, le coût de la vie, il n'y a pas de problème, il y a de l'argent qui rentre avec des chèques parce que tu as fait des bébés, des choses comme ça. Tu es dans une position que travailler plus, travailler moins. Okay, mais là, je l'ai déjà dit, là, un couple qui vit avec 80 000 puis un couple qui vit avec 120 000, dans le budget, là, la différence est minuscule. Minuscule. Parce qu'il y a tous les impacts des crédits familiaux et ces choses-là. Fait que tu es vraiment dans un monde où est-ce que tu te dis, ben écoute, OK, là, tant qu'il n'y aura pas de pression ailleurs, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, ce qu'on commence à voir tranquillement, puis moi, je pense que c'est ce qui se cache un peu derrière le tableau d'Indeed qu'on a vu, ben là, l'inflation est un réel problème dans le budget familial de bien des gens. Puis, après ça, être chicané une couple de fois avec le chum, après avoir coupé une couple de dépenses, ça ne fonctionne toujours pas. Mais là, on commence à penser à rajouter des heures de travail pour essayer d'augmenter le revenu familial. Fait que là, ça va éventuellement aider à combler, mais c'est de l'usure, le temps que ça prend faire ça. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'arrive, je regarde une bonne business, rentable, profitable, fermer les livres, pas faillite, là, vraiment fermer parce qu'ils disent, écoute, je suis tanné. J'ai pas d'acheteur, puis 2, je suis tanné. J'étais écœuré, j'ai pas de monde. Tu préfères fermer, même s'il y avait encore des profits. Fait que des fois, c'est même pas... Tu dis, je peux pas jouer ses salaires. J'ai vu un restaurateur, il dit, j'ai climatisé ma cuisine. Tu fais de la cuisine à 22 degrés. C'est pas tout le monde qui a la liberté d'avoir ça. Là. J'ai climatisé ma cuisine. J'ai des salaires d'assistant gérant pour un plongeur. Dans le business, je paye plus que la business. J'ai de la misère à avoir du monde. Il dit, 9 à 5, j'ai pas de misère. Entre 9 et 5, j'ai pas de misère. Mais pour le reste, je suis pas capable d'avoir du monde. Puis là, tu as un nouveau phénomène de société. Avant ça, c'était des postes qui étaient occupés par qui? Par des étudiants. Mais là, les étudiants, ils ont 25 ans et ils vivent chez papa et maman. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que il y a des bouts qui ne fonctionnent pas. Pourtant, tu arrives, puis c'est là que je fais le lien avec l'immigration. Tu dis, crime, est-ce qu'un immigrant voudrait faire ce job-là en dehors du 9 à 5? Oui, définitivement. Oui, parce que le livreur de Uber Eats ou DoorDash ou peu importe, là, dont une certaine chroniqueuse se plaigne qu'il ne parle pas français, là, moi, c'est plate, là, mais j'en commande souvent là, des trucs via ces services-là. Et je n'ai encore vu aucun francophone dit de souche. Là. Je ne sais pas si on a encore le droit de dire ça. Ah, il y en a un peu. Ça m'est arrivé, mais c'est moi, mais je te jure, Yann, j'en ai jamais vu. Je te peux pas te dire que j'ai commandé 450 fois, là, mais je peux te dire qu'à toutes les fois que j'ai commandé, c'était des gens qui brûlent pour point de même. Je te dirais que ça avait l'air des gens qui arrivaient soit d'Haïti, Tunisie, des places comme ça. Ah oui. Ils sont prêts à travailler. Go! Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, quand je les entends, moi, parler à l'Assemblée nationale, on va mettre des seuils d'immigration. Mais on tabarouette, ces gens-là, ils viennent nous aider, ils font une Christie de bonne job, ils comblent exactement les besoins qu'on a dans la pénurie de main-d'œuvre. Puis là, on veut les limiter. Mais c'est parce que sinon, c'est quoi la solution
à ça. Si tu veux pas, mettons, tu te dis, OK, parfait, on va faire ce que, mettons, le Parti québécois veut. Là. OK, on lui donne ça, on baisse de 50 000 à 20 000, mettons, par année. Qu'est-ce qu'on fait pour combler les emplois manquants? On fait comme Pierre Fitzgibbon a répondu à certains entrepreneurs qui, pendant la pandémie, vous avez juste à déclarer faillite, monsieur. La réponse à ça est assez simple. C'est que si les immigrants étaient particulièrement en besoin dans certains secteurs, right? Une possibilité, c'est que tu vas avoir une substitution vers davantage d'utilisation du capital. Si ce que tu fais. Oui, robotisation. Exactement. Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est que, disons que quand la demande pour mon service augmente, right? Ça veut dire que le prix que les consommateurs sont prêts à payer va aussi augmenter. Mais moi, ma réponse comme entrepreneur, c'est que je veux augmenter la quantité d'intrants que j'utilise, tant de capital que de travail. Mais si je ne peux pas augmenter la quantité de travail parce qu'il y a zéro augmentation, il y a zéro extra travailleur, ou que je ne peux pas augmenter le salaire pour attirer des gens, ben, quelle variable que je peux jouer dessus plus facilement? Si tu fais en sorte que, disons, l'offre de travail est beaucoup plus inélastique, dans ce cas-ci, c'est ça qu'on veut dire. Ben, ma réponse, c'est de devoir m'attaquer sur l'offre d'aller voir les offrandes de capital et de remplacer des travailleurs par des machines. Ou réduction du nombre d'heures. Là. Ce que tu vois, hier, j'étais allé au centre d'entraînement, au gym où je vais avec ma blonde, puis il y avait sur une pancarte où ils mettent les nouvelles comme du jour, je sais pas trop. Là, ils ont un genre d'affiche, là, puis dessus, ça disait « Veuillez noter qu'à partir de telle date, les heures d'ouverture seront avec un commis de temps. Après ça, tu peux rentrer en scannant, mais il n'y aura juste personne. Fait que si jamais tu demandes une serviette, une bouteille d'eau, whatever, il n'y a personne. Tu t'organises avec tes trucs, tu as rentré avec ta puce, puis c'est comme ça. Mais avant, mettons, tu avais un commis jusqu'à 10-11 heures le soir. Maintenant, ben, à 8 heures, il va être parti. C'est une manière, j'imagine, qu'ils ont trouvé. Ben, ils n'ont pas le choix. Et s'il n'y a personne, comment tu règles ce problème-là? Tu règles ce problème-là en t'arrangeant pour que si un entrepreneur veut aller chercher de l'aide à l'étranger, que sa facture en temps puis en dollars soit parfaitement raisonnable. Ça veut dire que ça ne prend pas 18 mois faire une demande puis être accepté pour aller chercher des gens à l'étranger, puis que ça ne coûte pas des milliers et des milliers de dollars. Tu as besoin d'aide à l'étranger, ton processus, si ça prend dans 3 mois, parce qu'il y a des vérifications à faire. Là. On ne dira pas qu'il n'y aura pas de vérif à faire. Les gars, je veux juste pour le fun, là. J'aimerais ça qu'on souligne de quoi pour les auditeurs. À quel point dans la conversation, là, est-ce que les trois, on s'est plié aux stéréotypes que tu entends souvent dans les médias au Québec, particulièrement les médias francophones, de ce que la droite croit? Je pense qu'ici, les trois, on est probablement trois des figures de la droite, quote unquote, là, parce que tu savais que j'haïs le terme, j'haïs au même titre que j'haïs le terme. Mais ça existe pour simplifier. Mais mettons que je vais le dire, je l'utilise pour simplifier. On est pas mal les trois des personnes qui sont les plus en vue à droite. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Puis il n'y a pas un gros échantillon. Disons qu'on est 3 sur 30, donc disons 10% de l'échantillon. Puis les trois observations ici sont quoi? Assez. En fait, regarde, allons-y comme ça. Frank, est-ce qu'on augmente le nombre d'immigrants qu'on admet au Québec, oui ou non? Ben, moi, je pense que c'est pas à moi de décider, mais si tu me le demandes personnellement, je vais te comme ça. Penses-tu qu'il devrait avoir une limite? Non. OK. Non. Ben voilà, les deux, vous avez répondu. Il n'y a personne dans les médias québécois. Je pense qu'elle va s'imposer par le marché. Moi, je pense que dans une récession, ça se peut que tu n'aies juste 20 000. Oui, bien, ça tombe avec les récessions. Tu regardes juste aux États-Unis, il y a des estimations du nombre de travailleurs illégaux. Puis si tu prends les cycles économiques américains, ça explique comme tu prends le R-squared, ce qui reste de non expliqué par les choses autres que les récessions. Bien, les récessions expliquent comme 75%. Le reste, c'est tous les autres trucs que tu pourrais trouver qui augmenteraient le fit. Mais c'est des peanuts, là, les mouvements du nombre d'immigrants. Largement, bon, c'est pas des changements de politique qui vont avoir un effet, mais les récessions expliquent bien gros le nombre que tu peux admettre. Je n'ai pas dit de les forcer de venir, là, parce que il y a un épisode de l'histoire américaine où ils forçaient des gens à venir. Je suis pas en train de. Mais j'aime pas non plus, honnêtement. Ça, c'est un truc dont on parle jamais. Là. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est les promesses qu'on fait miroiter à ces gens-là qu'on invite. On devrait même pas les inviter non plus, hein, by the way. C'est pas.
Non, mais Chris, je ça vais me juste vous gosse. raconter une anecdote. À un moment donné, j'avais une voiture usagée que j'ai vendue. Et puis, il y a un monsieur très sympathique qui l'a acheté parce que, bon, il arrive, il a besoin d'un véhicule. Je pense qu'il venait du Cameroun de mémoire, en tout cas, un pays d'Afrique qui a des francophones qui est dans cette zone-là. Et le gars, il me dit, lui, il était représentant, je pense qu'il était représentant chez Coke, là, un truc comme ça. Il était représentant chez Coca-Cola. Il y avait une formation, je pense, en marketing, un affaire de même. Et puis là, il m'expliquait qu'il avait de la vaisselle chez Normandin. J'ai rien contre Normandin, j'ai rien contre les plongeurs non plus. Je l'ai faite quand j'étais adolescent, puis ça n'en prend, c'est bien correct. Sauf que lui, ce qu'il me racontait, c'est que quand il était allé au genre de... Parce qu'il y avait un kiosque des services immigratoires québécois, il avait dit, oh, et des gens en marketing, nous, on en a vraiment besoin. Lui, il pensait arriver ici et puis travailler là, dans une grande banque ou en marketing ou je ne sais pas trop quoi. Finalement, ben, il lave de la vaisselle dans un restaurant. Moi, en tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas vous, moi, ça me pose un problème moral. Là. Tout ce qu'on fait pour retarder l'entrée sur le marché du travail de ces gens-là, que tu as des médecins qui conduisent des taxis à Montréal ou ce genre. Moi, tout le genre de protectionnisme qui est alentour, venez, on en a besoin. Un coup qui arrive, vos diplômes, c'est de la merde. Allez au champ. Je vais te dire une affaire. Dans le milieu financier, c'était pas rare que tu tombais sur quelqu'un avec un CV réellement impressionnant qui venait du Moyen-Orient, puis qui n'était pas capable de trouver une job. Je n'ai passé en entrevue moi-même. Le problème que j'avais, c'est que j'avais pas de travail à offrir. Moi, je recrutais des travailleurs autonomes. Fait que, il n'était pas prêt à se partir en entreprise. Il venait d'arriver et tout ça, puis il trouvait ça tough. Mais tu regardais le CV, le gars était très qualifié. Là. Puis, mais c'est la fin, je dis, ouais, mais moi, j'ai pas un salaire puis des heures. C'est vraiment c'est vraiment un travailleur autonome. Je vais te coacher à me bâtir ton entreprise, tout ça. Fait que là, ouais, il déchantait assez vite. Mais ce qu'il me disait, c'est qu'il envoyait son CV dans les banques, puis il n'y avait jamais de retour d'appel. Présentement, fast forward 4 ou 5 ans plus tard seulement, c'est le chaos dans les banques canadiennes, présentement, dans le service à la clientèle. Il manque de monde. Mais les gars que vous n'avez même pas passé en entrevue, il y a 4-5 ans, pourquoi vous ne les aviez pas pris? Ils seraient déjà formés puis ils seraient déjà efficaces. Tu sais, maintenant, tu es là, tu te dis, les Québécois, on se dit ouvert sur le monde. C'est une vraie joke, cette affaire-là. C'est vraiment une joke. On est zéro ouvert sur le monde. On est fermé sur nous autres mêmes. Mais on était dans un monopole, fait que désolé, c'est maintenant fini, là, mes affaires de pétage de coche, de pénurie de main-d'œuvre et tout. Là. Non, mais écoute, ça va être. Non, mais c'est parce que je pense que il y a beaucoup de gens, je pense, qui regardent le podcast, qui ont soit une entreprise ou qui ont du personnel à gérer, puis je pense que c'est un problème qui les touche. Fait que je pense que c'est important. Un vrai problème. Parce que ça use. Ça use les gestionnaires d'entreprise, ça use les gérants, ça. Tu sais, je veux dire, quand tu manques de personnel, puis que tu es gérant dans une pharmacie, c'est parce que c'est toi qui as fait la caisse. Là. Mais écoute, juste encore pour enfoncer le clou sur ce point-là, là. Nos auditeurs, je suis sûr que si on leur demandait, je suis sûr que la distribution, c'est comme la réponse qu'on a répondu, nous, à la question, est-ce que le gouvernement devrait décider combien d'immigrants peuvent rentrer ou ne pas rentrer au Québec? Peut-être à part certains critères qu'on pourrait dire comme faut pas que tu sois malade quand tu rentres, que tu n'aies pas une maladie contagieuse, genre que tu n'as pas la tuberculose ou des trucs pas mal, tu sais, les codes extrêmes. Oui, puis es-tu sur une liste du SCRS et des affaires de même? Oui, t'es-tu un terroriste? As-tu commis des crimes de guerre? Hormis des clauses exceptionnelles, disons, là. Est-ce qu'il devrait avoir une restriction quantitative? Parce que là, c'est ça que c'est une restriction quantitative. On dit le nombre qu'on peut accepter. Je suis sûr que si on demande aux auditeurs, je suis prêt à mettre ma main au feu. Puis si les auditeurs veulent essayer, là, allez-y, répondez dans le Patreon ou des choses comme ça. Je suis prêt à mettre ma main au feu que la distribution, ça va être 75-25 pro-immigration. Puis, ben, est-ce que ça fit avec ce qu'on dit de la droite libérale au Québec? C'est même pas pro-immigration. Je comprends. Ce qui me gosse dans notre conversation, là, qui me fait un peu monter le ton, c'est que, ce que je sais que la majorité des gens de la droite libérale au Québec pensent, c'est zéro ce que les médias prétendent
Oui, mais c'est pour ça, Vincent, que je comprends pas. Mais c'est pour ça, Vincent, c'est pour ça que j'ai fait que je te disais avant l'histoire avec Marine Le Pen et autres, parce que là, dans le cerveau binaire de bien des gens, droite, 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 je regarde partout dans le monde qu'est-ce qui est associé à ça. Puis là, tu as des trucs débiles que tu vois passer du genre ben lui, de toute façon, il est comme Marine Le Pen et Bolsonaro. Puis là, t'es comme, Mais écoute, ça ton va, les exercice amis, que mais tu quel ton rapport? exercice que tu as fait de prendre des propositions puis de dire qui a dit ça, là, moi, j'ai trouvé que c'était super. Parce que les gens, si tu dis droite, ils vont dire, ben là, ça veut dire que tu devrais avoir des régimes de retraite moins généreux, qu'il faut que tu travailles plus Ben oui, longtemps c'est pour te ça. qualifier, il faudrait que tu ailles plus de police qu'autre chose, moins d'immigrants. Ben, à part la question de l'immigration, quand tu regardes le programme d'Emmanuel Macron versus, disons, Marine Le Pen, il y a Ben des oui, c'est lui le gars de différences de droite des deux. degrés sur certains sujets. Des fois, il y a des différences de nature, mais quand il y a des différences de nature, ils vont dans la direction contraire de ce que tu t'attends. Macron, c'est supposé être le méchant, le gentil de centre-gauche, mais lui, il va augmenter la retraite qui est présentement à 62 ans en France, à 65. Ben oui, Je pense c'est que ça, Marine le Le Pen a la même position que Jean-Luc Mélenchon, qui est le candidat de l'extrême gauche, la France insoumise, qui lui veut la baisser de 62 à 60. Est-ce que vous réalisez, là? Est-ce que vous réalisez que quand il y a des différences entre les candidats, ils ne vont pas du tout sur le schéma que vous vous êtes fait de prédiction de quelle direction ces différences-là devraient aller? Le fait que je dois expliquer aux Québécois, puis je veux dire, je passe du temps en France, j'ai beaucoup de sympathie avec des collègues français. Je suis associé avec un think tank en France, un think tank en France et en Suisse, là, donc dans la francophonie européenne. Et le divorce complet qu'il y a entre ce qui se dit au Québec et ce qui se dit là-bas, je ne comprends pas et je ne comprends pas pourquoi il n'y a personne qui les rappelle à l'ordre sur ça. Je pense même que... Quelqu'un qui en a la capacité, Vincent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est peut-être un manque d'intérêt. Mais c'est un manque de. En fait, c'est une obsession à utiliser des slogans pour accoler ça à des gens. Puis c'est ce que je disais dans la chronique auquel tu fais référence. Les faits ne sont pas importants pour ces gens-là. Le but, c'est. C'est la même chose. Là, on a pris Marine Le Pen, mais dans le temps, on aurait pu prendre Donald Trump. Moi, la discussion que j'avais avec des gens, les gens me disaient ouais, mais regarde, même les républicains l'ont attaqué. Ouais, mais sais-tu pourquoi les républicains l'ont attaqué? Pas pour ce que tu penses. Ils l'ont attaqué parce qu'ils trouvent que c'est un démocrate, un interventionniste et un dépensier. C'est ça les critiques que les gens avaient contre lui. C'est pas pantoute parce que c'est un apôtre du libre-échange ou de ça. Pourquoi? C'est complètement l'inverse. En fait, les critiques que les gens faisaient de Trump sont complètement l'inverse de ce que nous, on racontait ici. Ce qu'on racontait ici, c'est hey, ce gars-là, c'est le alt-right libertarien, puis lui, il veut abolir il veut que ce soit le capitalisme sauvage. C'est le contraire. Les républicains qui l'haïssaient, c'est parce qu'il tient le discours des démocrates d'il y a 20 ans. C'est vraiment sidérant le divorce qu'il y a. Écoute, je ne me souviens pas pantoute avec toi, mais mon esprit analytique est incapable de concevoir comment les gens qui suivent ça pendant 10 minutes. Parce que Donald Trump, buy American. Je veux dire, je veux juste souligner ça de même. Je vois pas vraiment le libre-échange là-dedans. Là. Non, moi, je vois François Legault. Oui, le gars. Moi, je vois François Legault. Le gars, il s'en va dans le Rust Belt. Là. Il va voir le monde là-bas que les usines ont fermé. Puis il dit moi, si vous votez pour moi, là, je vais ramener des usines, je vais ramener des jobs. Et le monde sont là. Hey, lui, c'est vraiment un gars là, qui est pour le capitalisme sauvage puis le libre-échange. Là, tu te dis, mais quoi? Ça va? What? Nos journalistes. C'est là que tu as envie de dire est-ce que ton père et ta mère sont frères et sœurs? Non? Well, you're just a fucking moron then. C'est ça que tu dis, c'est ça. C'est la seule réponse que j'ai à te donner. C'est-à-dire que tu n'as aucune compréhension analytique de ce que ce que tu viens de faire. Tu viens de traiter le 90% des journalistes de morons. Mais à un moment donné, si tu n'es pas capable de catégoriser un populiste en différence d'un libéral, c'est comme si je disais
le Parti québécois, qui est social-démocrate, est rempli de communistes? Non. Non. Je veux dire, c'est un parti de gauche. Les communistes sont de gauche. Fine. Si je définis la tente le plus largement possible, OK, ils sont peut-être dans la même grande tente, mais c'est une tente de 3 km de long. Non, je suis pas sûr qu'ils Ouais, se puis côtoient historiquement, entre les deux. les nationalistes. Ouais, puis historiquement, les communistes ont été plutôt hostiles à l'indépendance du Québec, soit dit en passant. Regarde, Fait que là, tu rentres autre chose. C'est un autre point qui vaut la peine d'être souligné, mais je veux dire. Écoute, on a si une pensée binaire pour analyser. Si je faisais cet argument-là en public, tout le monde rirait de moi et avec raison. Mais à un moment donné, quand on vient à dire que Marine Le Pen, c'est de l'ultralibéralisme et que. Non, alors que la fille, elle commence son truc en disant vous savez, c'est quoi le problème de la pollution? C'est le libre-échange. Oui, elle a dit ça littéralement dans le débat, puis j'étais là comme. Hey, je vois pas le libéralisme là-dedans. Là. Je m'excuse. Oui, puis là, tu as le journaliste québécois qui écoute le débat puis qui prend des notes puis est comme bon, Marine Le Pen, c'est la même chose que Éric Duhaime, Donald Trump. Puis là, tu es là, mais sur quel point? Est-ce que je peux avoir un fait objectif? Si tu disais les trois essayent de jouer sur un petit fond de populisme, dans ce cas-là, tu as identifié. Rendu là, tu peux rentrer Mélenchon là-dedans aussi. Commun. Mais par contre, le problème, c'est que si tu prends ce dénominateur commun-là, ben, je ne veux pas être plate, mais Dominique Anglade essaye d'avoir l'air un peu populiste. Elle ne réussit pas très, très bien, mais elle essaye. Ouais. François Legault aussi essaye une variante de populisme. Est-ce que si tu prends ce dénominateur-là, ce dénominateur commun particulier, d'accord. D'accord, ils ont effectivement des similarités. Mais est-ce que ces similarités-là sont vraiment pertinentes? Es-tu vraiment confortable de dire que, c'est un dénominateur commun qui est tellement large que, disons, 9 chefs sur 10 fit là-dedans? Ben, non. C'est qui le dernier politicien à ne pas avoir été un populiste? Ben, la question, c'est comme ça, tu peux débattre le degré. Tu peux dire que peut-être Dominique Anglade est un degré de populisme inférieur. Quel politicien est un anti-populiste? J'en connais un. Michael Ignatieff. Ça a bien été. Oh, j'aurais peut-être mis genre Bernard Landry là-dedans. Là, ou, Ah, mais c'est vrai. C'est qui n'a pas été populiste?